Le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est est fier d'avoir contribué à ces capsules, ce qui n'indique pas pour autant qu'il soit toujours en accord avec les propos de son auteur et des généreux invités. Cette capsule est recommandée pour les élèves de 6e année et plus. Bon visionnement! Kwayani Dorian Nadijnakaz. Bonasir Nadonjaba. Bonjour, mon nom est Dorian et je viens de la communauté Buenos Aires. Kwayani Gabriel Nadijnakaz. Makwa Nadonam. Bonjour, je suis Gabriel et je suis du clan de l'ours. On vit ici, près de Pequawknagan, dans la région de Pembroke. Nous sommes sur le bord du Mississippi, ça veut dire la grande rivière. Les Français l'ont renommée la rivière des Outaouais, mais les Ottawa n'ont jamais vécu ici. Tout le long de cette rivière, c'est le pays de nos ancêtres. C'est le territoire que mes ancêtres algonquins n'ont jamais cédé au gouvernement. Voici une partie de l'histoire de notre peuple. Depuis des temps immémoriaux, les Premières Nations du Canada vivent en harmonie avec la Terre. Pour les premiers peuples, la Terre est leur mère qui les nourrit, qui les soigne avec toutes leurs relations, telles les plantes, les animaux, les poissons ou les fruits. De génération en génération, pendant des milliers d'années, on honore Mère la Terre et on respecte son cycle, celui de la vie. Posséder la Terre, c'est impensable. C'est plutôt elle qui nous permet de vivre. La terre nous berce et nous fait grandir au rythme de chacune de ses 6 saisons. Puis, les explorateurs venus d'Europe viendront petit à petit bouleverser le cycle de la nature. Vers l'an 1000, les Vikings débarqueront sur les côtes atlantiques. Empressés de conquérir la terre, ils seront repoussés par les premiers peuples de Terre-Neuve. En 1603, 2 générations après Jacques Cartier, des explorateurs français sont de retour dans le grand fleuve du Canada. Parmi eux, le capitaine Pont-Gravé et Samuel de Champlain. On assiste à une grande fête chez les Inuits à Tadoussac. Le chef Anada Bijou accueille chaleureusement les Français, de même que le chef Tissouat, qui est de passage avec les Kichisipirini, les Algonquins de l'Outaouais. Les Français rêvent de fonder un nouveau pays, la Nouvelle-France. Les Français offrent à leurs hôtes de les aider dans leur guerre contre les Haudenosaunee. En échange, les Premières Nations acceptent de partager leur territoire. C'est la Grande Alliance. C'est ainsi qu'Autochtones et Français commencent à métisser leur avenir. Samuel de Champlain avait une approche humaine exceptionnelle pour l'époque. Il souhaitait bâtir pays en sincère amitié avec ses premiers habitants. Dans les faits, les Français étaient tout de même des envahisseurs venus prendre possession du territoire au nom du roi de France. Malgré les bonnes volontés, la rencontre de ces deux mondes amènera de grands défis chez les Premières Nations. Les armes des Français vont aggraver les guerres entre peuples autochtones. De nouvelles maladies feront plusieurs morts. Et le nouveau Dieu des Français divisera plusieurs familles autochtones. En 1701, après près de 100 ans de conflits avec les Haudenosaunee, Autochtones et Français vivront plus facilement ensemble grâce au traité de la Grande Paix. En résumé, pendant près de 2 siècles, les Premières Nations tisseront des liens importants avec les Français. Pagayant côte à côte vers leur avenir, ils deviennent partenaires, amis et même de la famille. Tant bien que mal, la Grande Alliance leur permettra de bâtir pays ensemble.
Au milieu des années 1700, la France et l'Angleterre sont en guerre et transportent leur bataille ici, au Canada. L'Empire britannique prend des moyens violents pour s'emparer des villages français et des terres autochtones. Les soldats anglais brûlent les fermes et les maisons des Acadiens avant de déchirer leurs familles par la déportation. Le général Amherst a eu l'idée de distribuer des couvertures imprégnées de maladies mortelles pour infecter les Indiens et exterminer cette race exécrable. Canadiens et Français défendent leur fort farouchement grâce à l'aide précieuse de leurs alliés autochtones, dont le fameux chef Pontiac. Qu'ils soient Outaouais, Abénaquis ou Mi'kmaq, les Premières Nations veulent protéger les terres de leurs ancêtres. À la fin de cette guerre de 7 ans, la Nouvelle-France tombe aux mains de l'Angleterre. Les Autochtones découvriront que les Britanniques ne cherchent pas à créer des alliances d'égal à égal, comme le faisaient les Français. Ils seront plutôt leurs nouveaux maîtres. Le roi George III d'Angleterre veut posséder encore plus de terres autochtones pour coloniser et exploiter ses ressources. C'est la proclamation royale. Pour éviter les conflits, le texte de la proclamation royale est clair. Il faut l'accord des Autochtones pour coloniser leurs terres. Il faut négocier un traité avec les Autochtones pour acheter leurs terres. Avec l'arrivée de la Confédération, le gouvernement de John A. Macdonald crée la loi sur les Indiens. À cette époque, le nouveau gouvernement du Canada considérait les Autochtones inférieurs comme de pauvres enfants qu'il fallait assimiler. Ainsi, le gouvernement du Canada ouvre des pensionnats pour Indiens. Nous y reviendrons dans la prochaine capsule. Avec la loi sur les Indiens, on poursuit la prise de terres autochtones par des traités. Les assemblées et les traités se déroulaient en anglais et par écrit. 2 obstacles majeurs de communication pour les Autochtones. Pour eux, cela ne fait aucun sens de parler de posséder mère la terre. Les Premières Nations, les Métis et les Inuits sont plutôt habitués au respect, à la liberté et au partage. Ainsi, plusieurs chefs ont signé ces traités en croyant que ce serait bon pour leur peuple. D'autres l'ont fait sous pression. Ils voyaient leur peuple affaibli par les maladies et par tous les changements. C'est pourquoi, aujourd'hui, plusieurs leaders autochtones affirment que leurs ancêtres ont signé ces traités sans connaissance de cause, sans comprendre tout ce qu'ils perdraient. À l'époque, en signant un traité, les Autochtones cèdent, abandonnent, remettent ou rendent à la Couronne ou au gouvernement du Canada tous leurs droits sur un territoire. En échange, le gouvernement leur promettait des terres de réserve, de l'argent et des rentes chaque année, souvent non payées et jamais augmentées. Le droit de pêcher, de chasser ou de trapper sur la réserve. Le droit d'exploiter des mines. Une école pour la réserve selon la demande. Et des soins de santé. Portant en eux l'esprit nomade de leurs ancêtres, plusieurs Autochtones étaient habitués à voyager pour aller chasser et trapper. Or, le gouvernement a voulu les rendre sédentaires en limitant leurs sorties de chasse et en leur fournissant du matériel agricole et du bétail. On a pris ces moyens pour limiter les Autochtones sur leurs réserves, en les enfermant comme dans une boîte de conserve. Pour des gens habitués à la liberté, le choc était terrible. Afin de continuer à s'emparer des terres et de l'esprit des Autochtones, le gouvernement du Canada crée toutes sortes de règlements. Par exemple, pendant près de 100 ans, les Autochtones n'auront plus le droit d'organiser des cérémonies traditionnelles ou des powwows. Ils n'auront pas le droit de se rassembler en groupe à l'extérieur de leur réserve. À un certain moment, il faudra même des permissions écrites pour pouvoir même sortir de sa réserve. Connaissez-vous d'autres peuples qui ont vécu de telles injustices ici dans notre pays? On parle ici des peuples qui ont accueilli, guidé, nourri et même sauvé nos premiers colons. Des peuples qui ont toujours partagé avec les autres et avec respect la terre qu'ils traitent comme leur mère. En plus de cela,
Les Autochtones qui étaient partis défendre le Canada à la guerre ou partis s'éduquer à l'université n'ont plus le droit de retourner vivre sur leur réserve. En fait, ils seront séparés de force de leur famille. Avec les traités non respectés, la loi sur les Indiens et les réserves, les ancêtres des Premières Nations d'aujourd'hui se sont sentis prisonniers en leur propre pays. Et de nombreux Métis, effrayés et coincés entre deux mondes, ont dû renier ou cacher leurs racines autochtones. Se sentant souvent impuissants, les Autochtones voient depuis près de 2 siècles comment les nouveaux venus ont bousculé leur vie et surtout la santé de leur mère, la Terre. Parmi ces histoires, il y a celle cruelle et inhumaine vécue par les Inuits. Dans les années 1950, les Inuits ont été utilisés comme des drapeaux humains pour éviter que d'autres pays prennent possession de l'Arctique. Le gouvernement canadien a déplacé des familles inuites du Nunavik 2000 km plus au nord, jusqu'à Grise Fiord et Resolute Bay. Arrivé là, il faisait beaucoup plus froid, il n'y avait rien. Pas assez de neige pour fabriquer des igloos, moins d'animaux à chasser et 6 mois de noirceur. Les bateaux ont abandonné les familles dans ce désert glacial avec seulement des tentes. De plus, le gouvernement a séparé plusieurs chasseurs inuits de leurs familles. Tous ces gens ont connu la faim. Plusieurs sont tombés malades. Nombreux en sont morts. Dans les années 1970, afin d'empêcher les Inuits de se déplacer ailleurs, la Gendarmerie royale a tué des milliers de chiens de traîneau. En 2010, le gouvernement du Canada a présenté ses excuses aux familles expulsées de leur maison et exilées en Extrême-Arctique. Avec les traités non respectés, les enfants autochtones au Canada vivent encore aujourd'hui des injustices avec leur éducation. Nous voici à Attawapiskat, une communauté crie isolée dans le nord de l'Ontario où a grandi une jeune leader exceptionnelle, Shannon Coustachin. Shannon et les enfants de cette réserve n'ont jamais pu fréquenter une vraie école. Leur école, c'était des portatives délabrées où on gelait à l'hiver et où les souris couraient manger leur dîner. En 2008, le gouvernement du Canada a refusé une fois de plus de leur bâtir une vraie école. Les élèves de 8e année ont décidé d'annuler leur voyage de fin d'année à Niagara Falls pour envoyer 3 jeunes porte-parole à Ottawa. Shannon Coustachin y était, elle n'avait que 13 ans. Rendue au Parlement, le ministre a encore refusé de leur bâtir une école, disant que ça coûterait trop cher. Les chefs et les aînés pleuraient, découragés. Shannon a regardé le ministre droit dans les yeux et lui a dit qu'elle n'acceptait pas sa réponse, que tous les enfants autochtones au pays méritaient de vraies écoles autant que tous les autres jeunes Canadiens. Pour étudier au secondaire, Shannon a dû quitter sa famille et se rendre à New Liskeard, 600 km plus au sud. Sur la rive du lac Témiscamingue, une statue a été érigée en hommage à cette jeune leader. Le politicien Charlie Angus nous parle de l'incroyable combat de Shannon. Le gouvernement fédéral a fait un traité avec les Cris, avec les Ojibwe, pour prendre contrôle des ressources et terrains du Nord. À Attawapiskat. La situation dans cette communauté était très grave. La pauvreté, le manque de ressources pour les étudiants. En 2008, le gouvernement a déclaré la décision d'abandonner une promesse de construire une nouvelle école. C'est pas normal pour les enfants d'Attawapiskat n'ont pas accès à une école, mais partout au Canada, il y a nombreux des étudiants autochtones n'avaient pas accès à l'éducation adéquate. Pensez-y que cette situation existe au Canada. Shannon a refusé d'accepter la discrimination. Elle était convaincue que les étudiants partout au Canada voudraient aider. L'histoire de Shannon est héroïque, mais aussi tragique. En 2010,
Shannon a perdu la vie dans un terrible accident d'auto. Elle n'avait que 15 ans. Des milliers de jeunes de partout ont été touchés et inspirés par le courage de Shannon et ont continué les pressions. En 2014, le gouvernement du Canada a enfin accepté de bâtir une école convenable pour les enfants d'Attawapiskat. À 13 ans, Shannon Kustachin a réussi à lancer le plus grand mouvement de solidarité jeunesse de toute l'histoire de notre pays. Sa sœur et ses amis ont fondé le mouvement Le Rêve de Shannon afin que tous les enfants autochtones du Canada puissent enfin avoir des écoles adéquates. Même DC Comics a créé un personnage de super-héros en son honneur. En 2017, des représentants de communautés autochtones, les Franco-Ontariens du Témiscamingue et l'Écho d'un peuple ont livré un vibrant hommage à cette jeune leader devenue une héroïne nationale. Des millions de jeunes Canadiens continuent son combat. La campagne de Shannon était très importante parce qu'elle est devenue le leader de cette génération des enfants défavorisés. Cette révolution continue aujourd'hui grâce à la campagne Rêve de Shannon. Shannon a démontré que les jeunes pouvaient changer le monde. Pour moi, c'est la vraie leçon de Rêve de Shannon. Si Shannon était ici aujourd'hui, je voudrais dire merci Shannon. Chaque jour, je me souviens, Shannon était une personnalité unique. Et j'étais touché d'avoir l'opportunité de travailler avec Shannon. Nous voici à Mattawa, où vit un fier métis d'origine algonquine, le fabricant de canaux traditionnels Marcel Labelle. On le surnomme Mahigan, le loup. Cet aîné réputé partage aux plus jeunes des enseignements pour mieux vivre en harmonie avec la terre. Sa maison écologique est tout à fait inspirante. Moi, je suis né comme trappeur. Ça fait que j'ai vraiment élevé ma famille avec qu'est-ce que la mer, la terre nous donnait. Tu sais, pareil comme mes ancêtres. Dans les années 90, j'ai été obligé d'arrêter de faire ça et de déménager dans le sud pour l'ouvrage. Je me sentais pas bien dans le sud. Ça fait que, pour moi, j'ai été mené du tabois des montagnes rocheuses parce que je cherchais pour quelque chose, un message. Puis le message était « Marcel, retourne chez vous puis commence à bâtir ». Ça a commencé par bâtir des canaux. Puis le canot m'a donné la leçon de retourner aussi près de la terre possible. Ça fait que moi, ma famille, les 4 générations de Labelle, on a construit cette maison ici. On était prendre des matériels de sur notre terrain. Et puis on a bâti une maison en cèdre, qui était une médecine pour nous autres, OK? On a seulement un beau poêle à bois pour chauffer et faire la cookerie. Et puis, pour nos lumières, pour un réfrigérateur, on se sert de 4 panneaux solaires. Ça fait que c'est de l'énergie gratis et puis ça ne fait pas de pollution. On vit de plus en plus d'aller chercher qu'est-ce qu'on a de besoin autour de la maison. Comme notre viande vient de Dretzit, dans la cour, je suis prêt à réapprendre les médecines que mes ancêtres se servaient. Quelles feuilles qu'on peut manger, quelles racines qu'on peut manger. Ça fait que c'est ça notre but, nous autres, c'est de retourner à laisser le moins possible notre empreinte sur la terre, pareil comme nos ancêtres. La terre a tout produit qu'est-ce qu'on a eu besoin pour bâtir notre maison, a produit encore notre nourriture. Ça fait que c'est pas moi qui appartiens à la terre, c'est la terre qui m'appartient. Oui, j'ai un papier qui dit que j'appartiens 13 acres ici, mais dans ma tête, je n'appartiens pas le terrain. C'est pas moi qui appartiens à ça, puis qui gère ça, puis qui va sauver la terre, mettons. C'est la terre qui va me sauver. C'est-tu bon des traités? Pas aujourd'hui, pour nous autres, parce qu'il y en a beaucoup, je pense la majorité, qui ne sont pas honorés par le Canada et les Canadiens. Mon ami, c'était son grand-père qui avait signé ce traité-ci que je parle de. Puis lui, il s'attendait de vraiment négocier un traité quand
le Canada, mettons, est arrivé, là. Et puis, il est resté surpris que tout était déjà écrit. Puis tout ce qu'il avait à peine de faire, c'est signer. Moi, ma mère s'identifie comme algonquine. Mon père s'identifie comme métis. Ça fait que c'est un petit peu difficile pour moi de naviguer là-dedans, mettons, tu sais, comme métis. Et puis, on n'a pas de traité. Mais le gouvernement du Canada, à ce moment, aujourd'hui, comme qu'on parle, là, est prêt de nous imposer un traité. Le problème des traités dont parle Marcel, il est double pour lui. D'un côté, ses ancêtres métis qui habitaient sur la route des fourrures n'ont jamais été invités par le gouvernement pour négocier. Les métis de l'Ontario doivent se battre pour faire reconnaître plusieurs de leurs droits. L'autre problème est d'une ampleur majeure du côté de ses ancêtres algonquins. Depuis l'arrivée des Britanniques et la proclamation royale, de nombreux peuples ont signé, souvent sans connaissance de cause, des traités couvrant l'ensemble du territoire de l'Ontario. Que cela était juste ou non, de nombreux peuples tels les Haudenosaunee, les Wendat, les Cris, les Ojibwés, les Chippewas, les Sauteux, les Outaouais ou les Mississaugas ont signé ces traités. Tous ont été invités, sauf les Algonquins. Ici, à Mattawa, sur territoire algonquin, c'est intéressant l'histoire là-dessus parce que ça fait au-dessus de... depuis la Confédération que mes ancêtres algonquins envoient des lettres au gouvernement provincial de l'Ontario en disant « Hey, vous appartenez pas au territoire algonquin, ça n'a jamais été cédé, ça. » Mais la province a dit « Ben oui, ça a été cédé parce que on a parlé au Mississauga. » Le territoire algonquin s'étend tout le long de l'Outaouais, depuis la pointe de l'Est jusqu'au Nipissing en descendant jusque près de Kingston. Ceci veut donc dire que tout le monde qui vit par exemple à Hawkesbury, à Pembroke, à North Bay ou à Perth a bâti sa maison sur un territoire qui ne lui appartient pas. Même le Parlement à Ottawa est bâti sur le terrain des Algonquins sans leur permission. Les Algonquins n'ont jamais cédé leur territoire. Mais qu'est-ce qui est arrivé pour qu'on se retrouve là? Parce que le Canada, il a demandé aux Mississaugas, allez-vous à la chasse et à la pêche des fois, là, dans le bout de Mattawa, là, puis dans le bout du parc algonquin? Puis on dit, ouais, quand on visite notre famille, on fait ça, oui. Ça fait qu'ils ne savaient même pas, mais quand ils ont signé le traité, le gouvernement il a inclus notre territoire sans nous le dire. C'est pas acceptable pour nous autres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, oui, on veut s'asseoir avec la province et le fédéral, oui, mais par exemple, il faut commencer à négocier également. Tu sais, comme moi, je veux avoir encore mon droit que j'ai hérité de ma grand-mère pour assurer que, dans le futur, mes enfants et mes petits-enfants, c'était reconnu comme que papa, il allait chercher ce qu'il avait besoin dans la forêt, puis que ça continue, ça, là, pour toujours. Parce que dans la première entente, ils nous ont dit, on va vous laisser prendre ce que vous avez de besoin, on va vous respecter votre manière de vivre, sans vous dire quoi faire, pour autant que les rivières coulent et que le soleil se lève à l'est. Bien, la dernière fois que j'étais à Cano, la rivière a coulé encore, puis le soleil se lève encore par là-bas. OK? Chimagouch. Le 1er juillet 2016, c'était la première fois que le peuple canadien a été accueilli officiellement au Parlement sur leur territoire ancestral algonquin. C'est l'aîné Dominique Rankin, chef héréditaire algonquin, qui a animé cette cérémonie symbolique dans un esprit de réconciliation. Aujourd'hui, comme semble l'observer le chef algonquin Tissot, pour renouer une grande alliance en respect avec les terres autochtones, l'eau devra couler encore sous des ponts. Des ponts précieux qu'on doit rebâtir ensemble. Wichita, do-ya, do-ya, do-ya. Wichita, do-ya, do-ya, hey. Wichita, do-ya. Je suis fière d'être Anishinaabe à cause que la culture prend soin de la nature et de la terre. C'est spécial d'être Anishinaabe pour moi aussi parce que c'est comme une grande communauté. Tout le monde s'entraide et partage ses connaissances. Hey,
Durant les années, j'ai eu la chance de travailler avec les deux groupes Broken Arrow et Big Wind. J'ai aussi eu la chance de voyager à des autres parois et rencontrer des personnes. Quand j'étais plus jeune, j'ai construit un canot. J'ai eu la chance de travailler avec du bois. C'était spécial à cause que toute l'école a contribué à le faire. Donc, quand ils ont le lancé à l'eau, tout le monde était fier et content. Quand je me promène sur la bord des rivières Mississippi avec mon frère, je pense beaucoup à mes ancêtres. La rivière est un peu comme l'autoroute d'aujourd'hui. C'est la façon que tout le monde se promenait d'un côté du pays à l'autre. Je ne comprends pas pourquoi que le gouvernement a pris possession du territoire de mes ancêtres sans même le leur demander. C'est comme si je rentrais dans ta maison et je prendrais ton lit, ton linge et je te tasserais dans le coin. Ça fait pas de sens. Une des choses qui me frustre le plus est que mes ancêtres étaient toujours très accueillants. On partageait beaucoup avec les Européens et ils ont encore pris notre territoire. Ça me fait de la peine. Je suis frustré. C'est injuste. Moi, ce que je rêve le plus est que les Français, Européens et les Algonquins seront comme avant quand ils étaient plus amis et ils peuvent échanger en respect. Que tu viennes d'ici ou que tu viennes d'ailleurs, toi aussi, tu as des ancêtres autochtones. Parle-en avec tes parents et parle-en avec tes grands-parents. Miigwech, Nissin, merci et à la prochaine.